Je m'appelle Philippe Dumay. Comme Pierre l'a mentionné, je suis co-auteur de la méthode ACE qu'on va vous présenter ce soir. Je travaille également chez Alstom. Je m'occupe d'un business en Europe centrale et je donne régulièrement des cours à HEC, Neoma et au CNAM. Donc, Seb Bellani, je suis du cabinet Caristam. On travaille notamment sur les projets de transformation et je suis co-auteur du livre aussi. C'est dans ce cadre-là qu'on a formalisé cette démarche, ce qu'on appelle la méthode ACE, et qu'on va essayer de vous présenter dans un délai extrêmement court, qui est une demi-heure. Cette présentation elle est articulée sur 3 chapitres, si on peut appeler ça des chapitres, ils sont hyper courts. Le premier, c'est le cadre, quelque part pour préciser ce qu'on entend par transformation. Le deuxième, c'est une étude de cas qui sera présentée par Philippe, dans laquelle il y a eu la démarche, la méthode ACE qui a été déployée. Et le troisième cas, c'est la reprise de la démarche avec un focus sur les points qui font quelque part la signature. Pourquoi cette démarche, elle est innovante et différente des autres. Je n'arrive pas à passer sur l'étape d'après. Donc, le terme transformation est un terme aujourd'hui qui est répandu. On entend parler de transformation dans les médias, il y a presque tous les journaux qui parlent de transformation. Ceci étant, on fait nous une petite différence entre transformation, réorganisation, changement, restructuration. C'est des termes qui paraissent similaires, mais pour nous, en tout cas, ils ne le sont pas. L'ensemble de ces évolutions, quelque part, font appel à du changement. Mais derrière, les activités menées ne sont pas les mêmes. Pour nous, une restructuration, elle est en général menée lorsqu'on remet en question des produits, des activités. Lorsqu'on voit, par exemple, qu'on veut se focaliser sur un marché ou un segment, un produit, et on se sépare quelque part d'une partie de l'activité, lorsque ces démarches de restructuration ont un impact en général assez fort sur le bilan. C'est ce qu'on appelle la restructuration. La réorganisation, en revanche, c'est des évolutions quelque part des entreprises et des organisations qui ont un faible impact sur les bilans des entreprises. Et on est en général sur de l'optimisation, sur les manières de faire, comment faire mieux, comment augmenter la productivité avec ce qu'on a. En revanche, la transformation, c'est la manière de se réinventer. C'est-à-dire que on se pose la question aujourd'hui dans presque tous les groupes de comment on peut rester leader dans son marché en repensant notre manière de faire et en repensant la méthode de faire. Ça, c'est la transformation. Donc la méthode ACE qu'on vous présente tout à l'heure, c'est une méthode qui se focalise sur la conduite de changement quelque part, mais qui prend une amplitude telle dans les projets de transformation qui fait que l'on voit nettement les différences sur les résultats obtenus avec cette méthode. Donc, on a commencé justement là pour faire la séparation, la distinction entre transfert, réorganisation et restructuration. Comme on parle de compte de changement, Pierre l'a évoqué au début, je pense que tout le monde connaît ces chiffres. Si ce n'est pas le cas, certains seront surpris, mais ce qu'il en ressort, sans rentrer forcément dans le détail, mais qu'une très grande partie des projets n'atteignent pas l'objectif atteint à cause de la mécanique ou la technique que l'on met en œuvre pour accompagner les acteurs, les collaborateurs qui font l'objet de cette transformation. Effectivement, on parle de 80-90% des projets menés qui n'atteignent pas le résultat. Alors les études ils sont multiples. On a illustré avec 4 exemples ces études-là qui sont accessibles, mais c'est quand même, nous on trouve ça énorme, le ratio indiqué. Mais de là, la première question c'est pourquoi? Pourquoi un tel taux d'échec? On peut passer des heures sur le sujet, mais pour faire simple, un des points qui ressort, c'est qu'il y a cette liaison où il y a le chaînage entre ceux qui font et ceux qui disent quoi faire ne marche pas très bien. Alors les raisons là aussi sont multiples. On peut imaginer des organisations où les personnes, les collaborateurs qui doivent porter cette transformation ne sont pas convaincus de la nécessité de se transformer. Ou on peut aussi imaginer des contextes dans lesquels au début on est très motivé par la transformation, par le projet, mais au fur et à mesure que le temps passe,
cet intérêt ou ce momentum faiblit. Et du coup, là aussi, on n'arrive pas au résultat. Dans certains cas, il y a tellement d'initiatives qu'on manque de lisibilité. Je ne veux pas parcourir tous les points, mais il y a un certain nombre de facteurs que nous observons, nous, dans les projets de transformation qui font que, entre le moment où on a lancé le projet et le moment où on fait la synthèse des résultats, on voit qu'il y a un écart qui est principalement lié au changement qui a été opéré et les techniques mises en œuvre. Là, de manière assez concrète, on va présenter une étude de cas d'un projet de transformation qui a été mené par Philippe, et après on va revenir sur la méthode. Donc, il faut savoir que la méthode ACE, en fait, on l'a fait en 2 temps. Dans un premier temps, ça a été un véritable retour d'expérience sur 20-25 ans d'expérience de transformation de la part des différents auteurs. On a identifié ce qui marchait et marchait pas. Et ensuite, on a testé évidemment cette méthodologie pour voir si les facteurs clés de succès étaient duplicables dans l'ensemble des business. Donc, on va vous présenter une étude de cas qui est anonymisée, où la méthode ACE a été complètement déployée, avec des résultats qui sont assez saisissants, et on va vous expliquer la mécanique de ça. Avant de rentrer dans les changements qui ont été faits, juste pour cadrer, c'est une activité industrielle, de maintenance, de production, environ 600 personnes sur 3 sites, avec des clients divers dans la sidérurgie, l'automobile et la fabrication d'engins de manutention. On est sur un fournisseur de rang 1 par rapport à des grands ensembliers. Globalement, c'est un business qui a une bonne santé financière en termes avec des marges acceptables pour le groupe qui génère du cash, qui a un faible niveau d'endettement. Le niveau des ventes est bon, mais une forte dépendance à quelques contrats. Un niveau opérationnel qui est plutôt best in class si on se reporte aux standards qui sont définis par le groupe et l'ensemble des audits qui peuvent y être faits. Faute culture de contrôle et des améliorations opérationnelles, mais qui restent toutefois marginales. Et l'arrivée sur le marché de concurrents low cost et de nouvelles technologies, notamment dans le digital et notamment sur l'impression 3D, qui mettent à péril les gros contrats existants et pour les renouvellements des contrats qui arrivent à une échéance de 2-3 ans, créer une difficulté en termes de compétitivité. Donc tout ça crée un contexte avec un besoin de transformation et on a commencé à appliquer dans cette organisation classique, je pense que beaucoup d'entre vous doivent travailler dans ce type de milieu, la méthode ACE. Alors, le premier élément a été un diagnostic sur la façon de travailler. Donc on peut le schématiser de manière encore une fois, c'est classique par rapport à ce qu'il peut y avoir dans beaucoup d'entreprises. Une structure pyramidale avec des objectifs top-down, des initiatives bottom-up, mais qui sont le résultat quand même de beaucoup de push-down, de top-down pour avoir un petit peu de bottom-up, et puis quelques activités transverses pour essayer de rendre les relations entre les différentes cross-fonctionnelles plus efficientes. Dans ce type d'organisation, le diagnostic a amené une première surprise qui est qu'en fait 10% des objectifs étaient compris. Donc il y avait énormément de déperdition d'énergie entre ce que l'équipe de direction pouvait décider entre elles sur une vision, une stratégie, des objectifs annuels et ce qui pouvait être compris sur le terrain. Deuxième élément, une forte inertie décisionnelle, des comités de revue dans tous les sens, beaucoup d'indicateurs et des courroies de transmission longues. C'est-à-dire qu'on est là sur 4 niveaux entre le haut de la pyramide et le bas, et avec à chaque fois cet élément de déperdition d'énergie. Test sur l'engagement, on rentre dans des ratios assez classiques, 70% des employés désengagés. Autre élément, les audits sur le terrain ont montré qu'en fait, le vrai potentiel d'amélioration qu'on pouvait avoir était 10 fois ce qui pouvait être dégagé par rapport aux ambitions budgétaires. C'est-à-dire qu'on pouvait voir sur le terrain des ambitions d'amélioration sur les lead time, sur les temps méthodes de 20 à 30%, et on se retrouvait dans l'exercice budgétaire avec des chiffres, un chiffre à entre 2 et 5%.
Donc, globalement, une organisation qui marche, un marché qui bouge, une forte inertie, donc on rentre vraiment dans une zone de danger. Le point principal pour arriver à débloquer les énergies de cette organisation a été de repenser la façon dont on travaille. C'est-à-dire de se dégager de ce mode pyramidal avec des décisions stratégiques top-down, des déclinaisons en plan d'action, des comités de suivi, des indicateurs de performance dont la vélocité et la précision pouvaient largement être discutées, et le nombre également, pour arriver dans un schéma dans lequel la stratégie est définie par tous, et chacun devient contributeur à la définition de la stratégie de transformation. L'ensemble des concepts, des nouveaux concepts, parce qu'on parle là d'une transformation digitale pour cette entreprise, est validé par des groupes de travail qui sont multi-hiérarchiques et cross-fonctionnels, mais qui travaillent vraiment ensemble et qui travaillent vraiment sur la vélocité de valider les concepts, et un déploiement qui est partagé par l'ensemble de la population et non pas laissé dans des comités de pilotage. Les impacts de ce changement, d'implication de l'ensemble des niveaux hiérarchiques dans l'entreprise, a eu trois effets. Le premier, ça a été un but partagé. Et là, on avait un niveau d'adhésion ou de compréhension de 10% des objectifs annuels dans le schéma précédent. On est passé à un niveau de compréhension de 90%. Tout simplement parce qu'on arrivait sur une démarche où tout le monde était contributeur et donc comprenait sa proposition. Un leadership, deuxième élément, un leadership redistribué, où en fait les centres de décision sont mis là où l'action se passe, et on évite les remontées bottom-up et top-down qu'on pouvait avoir dans le schéma classique. Et enfin, ce nouveau mode de management a amené un nouveau champ d'expression pour beaucoup de gens qui étaient cloisonnés, soit à un certain niveau, soit dans une certaine fonction, qui peuvent, de manière naturelle et volontaire, prendre des nouveaux projets et se révéler véritablement dans l'organisation. Alors, des résultats de cette démarche, au bout d'1 an de mise en place, ont été les suivants. En termes de score de maturité de process, où les trois entités étaient mesurées par rapport à des roadmaps, les scores ont doublé. Les lead time ont été réduits de 30%. Le temps de cycle de décision a été divisé par 4. Les temps méthode de 10%. Le taux d'adhésion, je l'ai mentionné précédemment, à 90%. Et le nombre de réunions a été divisé par 3. Et tout ça, tout simplement, en déverrouillant une organisation classique et en permettant à chacun, encore une fois, au moment de la définition de la stratégie de transformation, de sa validation et son déploiement, de devenir contributeur. En termes d'innovation, l'organisation a été capable de doubler le nombre d'idées analysées dans une année. Les cycles de décision, je l'ai mentionné précédemment, mais ont été largement divisés, mais sur cette partie digitale, on est arrivé, les cycles ont été réduits de 30%. Et il y a eu le double de projets par rapport à la situation d'avant qui ont été menés pour la transformation digitale, qui fait appel à des leviers classiques d'IoT, de Big Data, 3D Printing et de plateformes collaboratives. Je dirais que si on doit définir les facteurs clés de succès, et c'est des facteurs clés de succès qu'on a identifiés dans la phase amont d'écriture du livre, où on a étudié à peu près une 60aine de cas, on retrouve en permanence ces trois éléments qui amènent soit une équipe, soit une usine ou un groupe complet à surperformer par rapport à l'industrie en général. Le premier, c'est véritablement le but commun. Et on arrive au but commun en ayant une vision qui est faite ensemble et pas une vision qui vient de quelques personnes qui ensuite doivent dépenser énormément d'énergie à essayer de convaincre les autres. Le deuxième, c'est responsabilité partagée avec des cycles très courts de décision.
et avec l'implication opérationnelle et même physique de la direction générale pour pouvoir allouer les moyens de manière très très agile pour pouvoir valider des hypothèses de transformation. Et enfin, assurer l'espace d'expression de chacun pour que chacun trouve la place nécessaire dans son rôle et aller même au-delà de son rôle pour assurer une dynamique pérenne qui, pour le coup, devient indépendante des mouvements hiérarchiques qu'on peut avoir naturellement au-dessus dans beaucoup d'entreprises et qui peuvent mettre en péril un certain nombre de projets. Donc voilà l'étude de cas, on pourra y revenir pendant les questions. Je crois qu'il y a un sondage. Alors, on va vous proposer un petit sondage auquel vous pouvez répondre. Donc, je le lance. Alors, la question, à chaque fois que vous avez réussi une mission en équipe, quel a été le facteur clé de succès le plus déterminant? Donc, petit 1, un but commun. Petit 2, des responsabilités partagées. Petit 3, un espace d'expression plus large que d'habitude. Donc, je vous laisse à tous le temps de répondre au sondage. Je vous rappelle, pour l'instant, on n'a pas de questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser les questions dans la fenêtre de chat dédiée à cet effet. Donc, n'hésitez pas, on y répondra à la fin de la présentation. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour voter. Voilà, encore une dizaine de secondes, vous avez presque tous répondu. Voilà, très bien. Donc, je ferme le sondage. Et Philippe, je vous laisse commenter les résultats. Donc on voit que un peu plus d'une personne sur deux, 56% des participants répondent à un but commun. Et après, c'est un peu plus équilibré, 25% pour des responsabilités partagées et 19% pour un espace d'expression plus large que d'habitude. Oui, je pense que ça reflète dans beaucoup d'organisations la façon dont les gens peuvent parfois être perdus par rapport à la vision et la façon dont ils peuvent vraiment s'y reconnaître. Donc le score de 56% paraît naturel. Lorsque dans le case study, il a été fait un diagnostic avec beaucoup d'interviews et on demandait finalement aux gens mais pourquoi vous vous levez le matin et qu'est-ce qui vous fait venir au travail, on avait des réponses très très dispersées qui ne correspondaient absolument pas à la volonté de se développer, de rentrer chez soi heureux et de contribuer in fine à la création de valeur dans l'entreprise. Donc je suis absolument pas surpris de ce score. D'accord. Très bien, je vous laisse poursuivre la présentation. Ça va être Saad. Très bien. Donc, par rapport à cette partie, moi, chaque fois que j'entends Philippe raconter son étude de cas, j'ai l'impression qu'il décrit les contextes clients qu'on croise dans nos différentes missions. Dans notre rôle de consultant, et c'est ce qui a fait l'association qui a eu pour rédiger ce livre, on a regardé de manière précise pourquoi il y a des projets qui marchent mieux que d'autres. Lorsqu'on écoute Philippe, on a l'impression que c'est ce qu'on entend partout. Mais au fait, c'est pas si générique que ça. Les projets de transformation, il y en a, je dirais pas des centaines, mais il y a plusieurs dizaines qui se lancent par mois pratiquement, à différentes tailles d'entreprises, au niveau des fonctions, au niveau des départements, au niveau des entreprises tout entières. Le changement, c'est un sujet qui est complètement développé et qui a fait l'objet de plusieurs ouvrages. La première question qu'on a posée, c'est qu'est-ce qui fait que certains projets marchent plus que d'autres? Et c'est ce qui fait la spécificité d'ACE et ce qu'on a essayé de formaliser dans la méthode en question. Pour nous, si j'écoute le cas de Philippe avec un filtre, si je puis dire, on entend qu'il a mis en œuvre une collaboration forte entre ceux qui savent quoi faire et ceux qui savent comment faire. C'est ce qui induit une écoute, c'est ce qui pousse à une écoute, c'est ce qui induit une sorte d'empathie entre l'ensemble des acteurs. Lorsqu'on entend aussi
Philippe dire qu'ils étaient dans un contexte qui marchait, qui avait des résultats positifs, mais à terme, il y avait des contrats qui allaient s'arrêter, il y avait des nouveaux players qui rentraient. Donc, on est dans un environnement stable, avec un enjeu commun, visible et compris par tous. Et en même temps, on entend que pour mener à bien son projet, il n'a pas raisonné par rapport, bon, je vais lancer le projet, je vais faire appel à N-1 qui eux-mêmes vont cascader. Non, il a raisonné par groupe de travail. Donc, il a raisonné par groupe d'acteurs pour concevoir, mais aussi valider ce qu'il y a à faire et enfin mettre en œuvre et que ça soit fait au bon niveau. Et lorsque j'entends encore ce que dit Philippe, c'est comment s'assurer que les objectifs sont bien compris et sont mis en œuvre au bon niveau. Donc, on a résumé ça dans un slide qui est celui qui est affiché. C'est la spécificité de cette démarche, c'est comment s'assurer qu'il y a de l'empathie entre les acteurs, comment s'assurer qu'on est dans une démarche optimiste, comment on crée un collectif, comment on est pragmatique, parce que souvent on dit que les directions générales viennent avec des projets qui sont super bien réfléchis, mais lorsqu'on veut les mettre en œuvre, ben, c'est pas facile, on ne sait pas comment faire, ils ne savent pas vraiment comment les choses sont faites. Mais tout ça, c'est à décliner de manière différente en fonction de la maturité. La maturité est un point qu'on va creuser tout à l'heure, parce que, idéalement, la démarche, il faut qu'elle pousse l'entreprise à devenir apprenante et que les gens développent cette expertise de transformation au sein de l'entreprise pour qu'ils puissent devenir de plus en plus matures. À ce stade-là, déjà, j'ai compris qu'on allait faire un petit sondage pour avoir votre avis sur les points qui vous semblent les plus importants par rapport au projet que vous avez vécu de votre côté, si c'est le cas. Tout à fait. Pierre? Donc oui, merci. Je lance le sondage tout de suite. Donc, dans les projets de transformation que vous avez déjà vécus, quel est le facteur qui a le plus manqué et qui aurait permis d'obtenir de meilleurs résultats? Donc, petit 1, une collaboration plus étroite entre les différentes strates de l'entreprise. Petit 2, un meilleur partage de la vision. Petit 3, une définition plus accrue des rôles et des responsabilités de chacun. Petit 4, une prise en compte plus fine de la réelle capacité de l'organisation à se transformer. Et enfin, dernier choix, une organisation managériale qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative. Je vous laisse un peu de temps pour relire aussi les différents choix. Je vais démarrer par la 2. Parce qu'en fait, tout part de la tête et du repositionnement. Voilà, encore une dizaine de secondes. Voilà, il y en a certains, on a quelques questions qui sont arrivées. Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser des questions. Voilà, je vois d'autres questions qui arrivent. Voilà, donc on va clôturer le sondage et afficher les résultats. Voilà, donc c'est assez partagé aussi. On a 34% pour la deuxième option, qui est un meilleur partage de la vision. Ensuite, 25% et 22% donc pour organisation managériale favorisant l'autonomie et la prise d'initiative et plus de collaboration entre les différentes strates de l'entreprise. En quatrième position, définition plus accrue du rôle et des responsabilités de chacun. Et dernière position avec 3%, donc assez marginal, prise en compte plus fine de la capacité de l'organisation à se transformer. Pardon. Ah, ça, c'est étonnant. Le 3% est étonnant. Étonnant parce que nous, ce qu'on entend et ce qu'on voit et on y croit, c'est que parfois il y a des plans effectivement qui sont par rapport à des enjeux, une ambition poussée par le marché et poussée par la concurrence et ce qu'on appelle l'écosystème, mais par rapport à une réalité de terrain qui ne peut pas forcément absorber les objectifs visés. Mais bon, on prend note des 3%, mais c'est un peu faible. C'est un peu faible par rapport. Mais bon, on reviendra sur ce point tout à l'heure D'accord. dans les questions-réponses. Et peut-être que ceux qui ont répondu 3% pourront expliquer dans la, dans la zone question pourquoi ils ont fait ce choix. Je masque les résultats et du coup, on poursuit la présentation.
D'accord. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'il y a des études qui ont montré qu'il y avait l'écueil principal était par rapport au changement. On a vu que pour nous, la signature de la démarche, c'est elle porte une attention particulière par rapport à l'empathie, l'optimisme collectif, le pragmatisme et la maturité. On a compris aussi, on l'a dit aussi, Philippe aussi l'a repris, c'est que dans ces projets-là, il y a énormément de choses qui ont été faites et qui marchent. Maintenant, au-delà des usages, c'est-à-dire au-delà des pratiques que l'on connaît, et au-delà des principes qu'on a cités tout à l'heure, il y a quand même trois facteurs qu'il faut toujours garder en mémoire. Le premier facteur, c'est de la mécanique. C'est-à-dire que lorsqu'on veut changer les usages, lorsqu'on parle de transformation, on ne peut pas y arriver lorsqu'on n'a pas une masse critique qui s'est engagée et qui a commencé à changer sa manière de faire. C'est de la mécanique pure, encore une fois, si on n'a pas cette masse critique, on ne se transformera pas. La deuxième chose, là aussi on en a parlé tout à l'heure, c'est que ces démarches de transformation dans certains environnements, c'est des démarches qui vont prendre du temps. Parce que c'est changer la manière de faire, c'est quelque chose n'est pas forcément très naturel. On n'est pas tous égaux devant le changement, comme quelqu'un que je connais dit à chaque fois. Donc, il faut que la démarche proposée soit une démarche qui donne un rythme et qui maintient le momentum, qui maintient l'intérêt aussi bien de la direction que des encadrants que des opérationnels. Et le dernier point, ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport à la capacité de l'ensemble du collectif à capitaliser sur l'expérience et apprendre petit à petit pour gagner en agilité. Parce que l'agilité, c'est la capacité à changer. Et là aussi, ce n'est pas quelque chose de naturel. Comment est-ce qu'on y répond à travers la démarche ACE? Et je comprends qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je vais essayer de faire vite et simple. À gauche, vous voyez une organisation standard. C'est ce que tout à l'heure Philippe représentait par la pyramide. On a la direction qui conçoit et qui dirige. On a le manager qui lui met en œuvre et pilote. Et on a les exécutants qui exécutent et qui ne réfléchissent pas. Quand on leur demande de faire ce qu'on leur dit. Ça, on sait que c'est une organisation qui ne favorise pas forcément le lien, le chaînage entre ceux qui pensent et ceux qui font. C'est une organisation qui compartimente les rôles et les responsabilités. Et du coup, mécaniquement, ça pénalise le collectif et la prise de risque. Mais c'est aussi une organisation qui ne va pas favoriser les points qu'on a évoqués tout à l'heure. D'où le nouveau modèle qui est proposé que Philippe a cité à sa manière, qui est d'avoir une direction qui s'intéresse de manière précise à l'opérationnel, mais que les opérationnels soient associés à la stratégie pour qu'elle soit partagée. Ça, c'est le chemin de droite. Donc, on y va un peu trop vite parce qu'on peut passer des heures sur ce schéma-là. La deuxième partie, c'est par rapport à la dynamique. En haut du slide, on voit une approche de transformation classique, et c'est la méthode qui est assez répandue, où on voit en haut à gauche, au niveau des acteurs, la direction qui conçoit. Après, elle fait appel à des managers, généralement de haut potentiel, pour leur transférer quelque part le dossier afin qu'ils mettent en œuvre ce qui a été décidé. On demande aux opérationnels d'exécuter avec des remontées, des reportings, des contrôles, des indicateurs, comme ça a été défini tout à l'heure par Philippe. Et en haut à droite, on voit la démarche qui, au départ, on analyse, on définit, puis on engage et on déploie. La démarche ACE, elle commence par l'immersion. Elle commence par une visite, si je puis dire, de la direction et des managers au niveau du terrain pour voir, comprendre et commencer à semer le climat de changement. Donc ça, c'est la première phase. Après, sur la phase 2, c'est commencer à créer le contexte pour pouvoir mettre en œuvre, faire valider par les opérationnels ce qui doit être mis en œuvre pour qu'eux prennent en compte dans leur quotidien, d'où l'ancrage dont on parlait tout à l'heure, de la transformation qui aura lieu, et puis après, commencer à déployer et améliorer. Ça, c'est la partie basse, et on a mis des correspondances pour montrer que ce qui était 1 avant devient 2, 3 dans la démarche ACE. Et en dernière partie, c'est une spécificité aussi de la démarche, c'est au-delà de l'étape 1 et 2 qui sont des étapes clés, l'étape 3, elle est doublement importante. Elle est importante parce que elle s'assure que les actions qui ont été décidées sont mises en œuvre. Ça, c'est un reproche qu'on fait souvent au projet de transfo. On dit qu'il y a beaucoup de théorie, mais lorsqu'on regarde ce qui a été implémenté réellement, il n'y a pas grand-chose qui est implémenté. Donc, cette étape-là, elle s'assure que les opérationnels, vu qu'ils ont été acteurs, ils mettent en œuvre ce qui a été défini. Mais ensuite, quand
qu'on fasse une sorte de retour sur l'expérience de ce qui n'a pas marché et de redéployer la deuxième boucle, en fait, le deuxième cycle, parce que la démarche, elle est cyclique. Elle a pour objectif de faire entrer l'organisation comme une démarche de progrès continu afin de petit à petit acquérir la compétence et gagner en agilité. Donc, les 3 slides qu'on vient de passer, qui sont extrêmement brefs, pointent les éléments spécifiques de la démarche pour répondre à la question pourquoi encore une, mais qui, selon nous, apportent des éléments qui sont assez innovants. Tout ça est décrit dans le livre qui est sorti sur la démarche ACE. On a débordé à peine. Alors, si je peux me permettre de retourner sur l'étude de cas et effectivement sur ce schéma-là, si vous voulez conceptualiser et visualiser ce que j'ai raconté et le cheminement que ça vient de décrire, on est passé d'une définition de la stratégie où j'avais 10% d'adhésion à une remontée, donc en fait une définition de la stratégie de transformation qui s'est fait bottom-up, avec donc une descente sur le terrain, dans les ateliers, pas des visites, mais des vraies discussions, de résoudre les problèmes au cœur de l'organisation. Puis une remontée, un débrief au niveau du management sur les observations, avec des questions basiques. Pourquoi on peut voir qu'il y a 20% d'amélioration et pourquoi le budget est de 2%, par exemple. Et donc de faire ressentir et de faire remonter dans l'organisation la véritable maturité et potentiel d'amélioration pour enfin définir une vraie stratégie, bien sûr en le couplant avec toutes les évolutions de marché. Donc ça, c'est le premier élément unique. Deuxième élément unique, qui est l'implication du management, et ça a été une question, est-ce que ton management s'implique dans la réflexion? Oui, il ne s'implique pas simplement dans la réflexion, il s'implique dans l'action, pour voir si la théorisation d'une approche qu'on pourrait avoir de manière naturelle quand on se trouve au niveau d'une pyramide a vraiment du sens sur un certain nombre de chantiers pilotes, et d'allouer les ressources pour que très très vite on sache si c'est un succès ou un échec, en évitant toute l'inertie managériale qu'on peut avoir dans des schémas classiques. Et le dernier élément qui est très très important, c'est sur les phases de déploiement. La plupart des projets échouent au moment du déploiement. N'importe qui peut faire un pilote avec un succès en y dédiant le temps qu'il faut et les ressources qu'il faut. Mais quand il s'agit de déployer dans l'organisation, c'est d'avoir, et c'est encore une question, la taille critique qui est atteinte. Et comment on atteint cette taille critique-là? On l'a atteinte en impliquant les gens dès le début dans la stratégie de transformation, en ayant impliqué tout le monde dans les pilotes, et donc tout le monde a gagné en maturité, comprend le pourquoi de faire cette transformation, et ensuite peut le déployer de manière beaucoup plus naturelle. Et pour revenir au dernier schéma, pour insuffler cette dynamique qui est essentielle au déploiement, qui est le moment où on va vraiment réaliser les gains, c'est une redescente du management déjà dans un second cycle de transformation, parce qu'on est dans des schémas de transformation perpétuelle, qui vont réinsuffler au niveau des opérationnels, du management, l'énergie qui est nécessaire pour pouvoir déployer au plus vite et reconstruire la prochaine phase de transformation dans des cycles qui vont en permanence s'imbriquer les uns dans les autres. Alors Philippe, peut-être qu'on peut juste revenir sur la page 19 du slide, et il y avait pas mal de personnes qui me demandaient si vous pouviez préciser un peu la notion de masse critique. La masse critique, c'est on va dire les sémantiques qu'on a trouvées pour expliquer qu'il n'y a pas de transformation s'il n'y a pas adhésion d'un maximum de personnes dans la démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit souvent dans les projets de transformation, c'est ce qui corrobore les ratios qui étaient indiqués au début de présentation, c'est que les projets en général sont très bien pensés, que les plans sont théoriquement bien conçus, mais ils viennent se heurter à l'activité opérationnelle quotidienne. D'où notre surprise sur les 3% tout à l'heure par rapport au niveau d'absorption de l'organisation. Tant qu'on n'a pas trouvé, et c'est comme ça que la réflexion a démarré, tant qu'on n'a pas trouvé un moyen pour faire adhérer les gens, ça c'est un discours que tous les consultants et tous les patrons tiennent,
Mais tant qu'on n'a pas trouvé la manière de faire adhérer le maximum de personnes pour qu'eux-mêmes travaillent différemment, d'où l'amorçage de la transformation, tant que ce nombre n'est pas atteint, encore une fois, c'est comme de la mécanique, la bascule n'aura pas lieu et la transformation ne se produira pas. C'est facile de faire un pilote, c'est facile de communiquer sur un succès, parce que le succès, il faut voir ce qu'il y a derrière, mais de la transformer, la manière dont on intervient sur une chaîne, dans laquelle on conçoit un produit, dans laquelle on réduit la chaîne de fabrication de 1/3, par exemple, en termes de temps. On ne va pas y arriver si les gens ne sont pas convaincus de la même manière et qu'ils adoptent. Donc la masse critique, c'est le point minimum par rapport au nombre total qui a adhéré et qui commence à changer pour donner envie aux autres de suivre. Et si je veux rajouter un point, ce que l'on amène dans la méthode ACE, c'est un changement du contexte. La méthode ACE, elle est basée sur la confiance. Et on gagne en masse critique en développant la confiance. Et comment on gagne cette confiance? C'est en ouvrant les vannes qui, aujourd'hui, dans une organisation classique, peuvent segmenter de manière très forte les différents niveaux, avec finalement, je caricaturais, des gens qui vont au même endroit tous les matins pour travailler, mais qui ne se rencontrent jamais. Et au travers du cheminement de la vague en 9 points, on donne un chemin pour que tous ces niveaux se rencontrent en permanence pour pouvoir générer cette masse critique-là. Alors justement, au niveau de la démarche et des 9 points, il y avait une question au niveau du point 6, sur la démarche ACE, donc si le point 6 pose problème au niveau de la validation, qu'est-ce qui se passe? Très bonne question. Oui. Ben, si le point 6 pose problème au moment de la validation, on revient sur les hypothèses de l'étape 3 et on regarde ce qui... est-ce que les hypothèses étaient les bonnes au départ? Donc ça, c'est le premier point. En général, de notre expérience, elles sont plutôt les bonnes. Si on a bien fait 1, 2 et 3, l'élément stratégie, je dirais vision, est largement bordé. Et après, il faut regarder d'un point de vue organisationnel. Est-ce que le top management a vraiment été impliqué dans le groupe de travail? Est-ce que le middle management a eu un plan d'action dans lequel il croyait, dans lequel il avait un véritable engagement? Est-ce que les opérationnels ont été amenés avec la bonne dynamique, où chacun va y trouver, à titre personnel et par rapport aux besoins de l'entreprise, une adéquation et un alignement? Et ce sont les éléments clés qu'on va adresser dans cette étape 6. Normalement, le point 6 est moins bloquant avec ACE que les autres méthodes parce qu'en général, ce qu'on voit nous, et c'était les démarches qui étaient mises en œuvre avant, c'est qu'on démarrait par le 3. Et le 3 qui définit les orientations de la stratégie, après, il passe le dossier, on va dire, au 5. Et les 5, ils se voient, je suis désolé d'exprimer ainsi, mais ils sont en tenaille entre la direction et les opérationnels. Les opérationnels, ils ne comprennent pas comment ils peuvent mettre en œuvre par rapport à tout ce qu'ils ont à faire. La direction, elle pense qu'elle a tout fait. Et le management, s'il reste au milieu, bloqué, et effectivement, il y a un blocage du 6. Et ce qu'a dit Philippe est tout à fait vrai. Si le 1 a démarré au niveau immersion et qu'effectivement les opérations étaient associées et que la boucle a été suivie, normalement, il y a moins de résistance sur le 6. Mais ça peut arriver. D'accord. Alors là, on a une autre question. Est-ce que le top management s'intègre dans les équipes de réflexion? Ah bah, totalement. C'est le but. En fait, la méthode ACE, elle démarre par quoi? Elle démarre en premier lieu par un repositionnement du top management. Et c'est visible au quotidien, c'est physique. Si je prends l'étude de cas que j'ai présentée, le top management a du premier jour laissé tomber ses bureaux avec une secrétaire qui était la gardienne du temple pour aller travailler dans l'open space avec tout le monde, comme on peut le voir dans des startups par exemple. Donc ça, c'est un élément absolument primordial de dire je suis accessible, je suis là pour comprendre, on est là ensemble pour avoir un rêve commun, un but commun,
et comment on va pouvoir nouer une relation de confiance pour y arriver ensemble. Alors, il y avait une question précédemment sur Internet sur un exemple de but commun. Le but commun dans le cas de l'étude de cas qui a été nommée, c'est pérenniser l'emploi. C'est pérenniser l'emploi pour les gens qui sont là, et comme c'est dans une zone, on va dire rurale, pérenniser également les emplois pour les prochaines générations. Et c'est ça qui est le vrai ciment de comment on peut faire au mieux ensemble pour être compétitif, pour garder nos emplois et que nos enfants en aient dans les années à venir. L'employabilité est généralement un bon exemple parce que dans pas mal là aussi aux directions, on voit qu'il y a pas mal de collaborateurs qui ont gardé la même fonction pendant des années. Lorsqu'ils lèvent la tête, ils se rendent compte que les pratiques ont évolué et que c'est, on va dire, c'est moins disponible côté marché. Il y a moins de postes de ce type-là et du coup, un des points communs que tout le monde comprend, c'est comment se transformer pour augmenter l'employabilité des collaborateurs, et pour ça, en général, il faut se transformer. Et comment se transformer? C'est là où il faut opérer différemment. D'accord. Une autre question sur le, alors encore sur le schéma page 22, enfin 21 et 22. Est-ce que au niveau des points 3 et 4, on peut prévoir des exercices de coaching ou de la formation pour améliorer la rentabilité de ces deux points? Je dirais que, typiquement, qu'est-ce qui va se passer en étape 3? L'équipe de direction va faire le bilan des points 1 et 2 et remettre à plat, sur la base de véritables observations plutôt que des indicateurs qui peuvent parfois prêter à confusion, revoir le vrai potentiel de l'organisation et se projeter de manière beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus agressive en fonction des évolutions de marché auxquelles elle doit faire face. C'est pas facile parce que vous heurtez d'une part je dirais, la mise à nu de certains collaborateurs qui avaient l'habitude de garder un certain nombre de choses pour les années à venir en termes d'amélioration et puis d'en donner, les distribuer au compte-gouttes en fonction des ambitions de bonus annuels. Ça, c'est de la pratique, ça. Et là, on met des vrais chiffres sur la table et on remet les chiffres, enfin les pratiques des années précédentes à plat. Donc ça peut être douloureux. Mais est-ce qu'il y a besoin de coaching à ce moment-là? Je suis pas sûr. Je pense que une équipe de direction doit, dans un premier temps, essayer de résoudre les problèmes entre elles et justement, s'il y a un problème de confiance, reconstruire cette confiance-là sur la base de nouveaux faits qui sont réels. D'accord. D'accord. Donc on va encore faire peut-être 4 ou 5 questions. Alors la question suivante, le partage de la vision se fait d'abord en communiquant bien sur la démarche et pendant la transformation, en associant les opérationnels, et c'est la phase la plus difficile de mon point de vue. La question, comment maintenir la commande et l'ordre dans l'entreprise tout en s'ouvrant sur l'ensemble des opérationnels avec les risques liés au désordre et à l'aléatoire? Alors, je pense que je ne serais pas suffisant. Je vais répondre à la question, mais différemment. Après, si ça ne convient pas, j'essaierai d'être beaucoup plus structuré ou discipliné. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle de confiance, on parle de plus de liberté? Effectivement, le point qui a été évoqué, la question qui a été posée, il y a un risque de désordre. Mais le désordre, c'est quoi? Même en physique, le désordre, c'est quoi? Le désordre, c'est une sorte de liberté, mais qu'il faut qu'elle soit un peu contrôlée. Avant la mondialisation, avant cette concurrence digitale, avant ce marché qu'on connaît aujourd'hui, on était dans des marchés protégés. On avait notre production qui était calée pendant plusieurs années, des produits qui avaient une durée de vie qui était assez longue. On avait à la tête de l'entreprise un stratège et qui était le patron avec des gestionnaires, des meneurs d'hommes au milieu et des exécutants en bas.
et on faisait de la série, on faisait des choses qui étaient programmées, planifiées avec des plans sur 5-8 ans. Mais on sait qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Lorsqu'on pose la question à presque tous les managers, est-ce que vous respectez ce que vous avez prévu de faire dans le mois? La réponse est non. Ils ne gèrent que les aléas, ils ne gèrent que les problèmes qui remontent. Pourquoi? Parce qu'on est resté dans un modèle où il y a un patron, des gérants, des majordomes, des exécutants. Donc, dès qu'il y a un flottement ou dès qu'il y a une prise de décision à faire, elle ne se fait pas au bon niveau. Elle remonte. Et à chaque fois qu'elle remonte, ben, c'est des circuits, c'est du temps, c'est de la latence, ainsi de suite. Le système qu'il y avait avant, qui est le patron, le gérant, il ne marche plus dans un environnement ouvert où il y a beaucoup d'aléas, où ça change énormément dans des cycles courts. Il faut remettre les choses au bon niveau. Une fois qu'on a dit ça, oui, effectivement, il y a un risque de désordre. Mais c'est là où il faut repenser les rôles avec qui doit intervenir sur quoi et avec quelle responsabilité. Faire impliquer des collaborateurs dans un projet avec un rôle ne veut pas dire qu'ils vont laisser à côté le rôle opérationnel. Cette manière de fonctionner, c'est une manière qu'il faut construire et c'est pour ça qu'on dit que ça va prendre du temps. Mais à travers une démarche cyclique, l'entreprise apprend à fonctionner comme ça. Ça ne se décrète pas. Donc oui, il y a un risque. Mais ce risque-là, je pense que toutes les entreprises n'ont pas le choix aujourd'hui, il faut qu'elles le prennent, mais de manière mesurée, peut-être sur des périmètres identifiés et raisonner en boucle et monter en maturité. Alors, si je vais mettre un complément, je dirais que le risque, il est quand même modéré. Le postulat de base, c'est que la plupart des gens veulent bien faire. 90% des gens veulent bien faire. Donc, on met en place tous des systèmes de contrôle qui sont coûteux, qui créent de l'inertie finalement pour 10% de la population. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'est-ce qui va driver l'organisation pour éviter des dérives. C'est le rêve commun. Le rêve commun est le ciment d'alignement. Et c'est pour ça que les phases 1, 2 et 3 sont si fondamentales, puisque c'est la première phase d'alignement, et puis dans 4, 5, 6, on commence à y croire ensemble, et 7, 8, 9, on est tellement convaincus qu'on s'engage à déployer. L'autre élément qui est le ciment, c'est la confiance. Et effectivement, la confiance, à la nature humaine, ça se construit avec le temps, avec des actes. Ça se construit par des transferts de responsabilité. Dans le cas d'études de cas, il y a eu des transferts de responsabilité assez importants d'un point de vue budgétaire, où l'entreprise dit ben voilà, je vous donne sur le terrain la carte de crédit, elle n'est pas capée, mais on a confiance que vous allez bien faire, parce qu'en vous donnant le budget et la possibilité de faire vous-même, vous allez aller beaucoup plus vite. Et la vitesse est essentielle. Donc oui, il y a des risques. Des observations qu'on a pu faire et des expériences de mise en place, c'est quand même modéré à condition qu'on ait vraiment bordé ces aspects rêve commun, valeurs, dans lesquels je mets la confiance, et qu'on ait des actes forts sur la confiance. D'accord. Alors j'ai une autre question sur le schéma page 22. Je pense que ce sera la dernière. Deux questions d'ailleurs en fait finalement. Est-ce qu'en fait finalement l'étape 1 ne consiste pas à critiquer l'organisation de l'entreprise actuelle, l'organisation actuelle de l'entreprise? Et deuxième question, qui fait la capitalisation à la fin de la série de 9 étapes? Alors, je vous dis sur l'étape. Juste un point sémantique. Est-ce que le point 1 est une critique de l'organisation actuelle? Oui. Non, le point 1 n'est pas une critique du tout. Et même le terme critiquer l'organisation actuelle, bon, je ne dis pas que c'est déplacé, mais une organisation est là pour opérer le fonctionnement, pour aider le fonctionnement. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de contrôle, certes, mais l'organisation, elle est là au service d'une activité. Le 1, c'est pas de critiquer. Le 1, c'est de créer le lien, créer de l'empathie. Il y a une semaine, il y a un article qui est sorti sur ce lien-là, en faisant référence au modèle allemand. Je ne dis pas que le modèle allemand est extraordinaire, tout le monde en parle, mais bon. Mais n'empêche qu'il faut
recréer le lien entre la direction et le terrain. Ce lien, on pense que dans pas mal de contextes d'industrie, il est perdu parce que les gens n'ont pas le temps de faire. Donc le 1, c'est ne pas de venir faire donner des leçons, de venir proposer des choses, non. C'est d'écouter, de voir comment ça fonctionne et de commencer à susciter l'intérêt des opérationnels pour leur démontrer que cette fois-ci, c'est vraiment différent. Le fameux directeur qui avait sa place de parking avec le nom Monsieur le directeur, pour la place que personne, il est venu, il regarde, il est, comme dirait Philippe, parfois il le dit aussi, il met le bleu de travail qui n'est pas très propre pour se mettre avec les gens et écouter et voir comment ça se passe. Les opérationnels sont parfois surpris de le voir vraiment à côté pour poser des questions. Et c'est là, comme dit Philippe, on commence à construire la confiance. Donc c'est pas une critique, on recrée les liens. C'est loin d'être une critique. Donc à partir de là, à partir du moment où on voit que la direction et le manager viennent sur le terrain, voient ce qui se passe, le manager se sont renforcés, on n'a pas parlé des managers, on a une pensée particulière pour les managers parce qu'ils ont souvent le poste presque le plus difficile. Ils sont en tenaille, encore une fois. Lorsque la direction vient avec le manager et descend sur le terrain, le manager part, il est appuyé, renforcé par cette présence. Après, ils discutent avec la direction de ce qu'ils ont observé, de sur quoi ils veulent travailler et reconstruit ce lien qu'on pense aujourd'hui manquant pour créer ce collectif, rétablir cette confiance et commencer à travailler ensemble. Mais ce n'est pas du tout une critique de l'organisation. À la fin de l'étape 1, l'opérateur ou l'opérationnel va ressortir valorisé parce qu'il a été écouté. Potentiellement, suivant les problématiques à résoudre et les capacités de réalisation du dirigeant qui est descendu, ne vont pas être résolus très rapidement en court-circuitant les circuits classiques. Et donc, le lien, comme l'a dit ça, le lien de confiance va se faire. C'est vraiment une construction de confiance à ce moment-là. Une reconstruction de la confiance. Et certains opérationnels, ils vont voir que dans la stratégie projetée qui sera partagée, il y a des points à eux qui ont été intégrés. Donc, c'est pas quelque chose qui a été déjà fait. La direction est venue juste voir ce qui se passe pour faire semblant. Non. Ils voient qu'il y a des propositions, parfois des process en place qui sont pénibles et qui sont dans la feuille de route. Et là, ils sont renforcés, ils disent, ah ben, on a été écoutés et en plus, il y a une action. Il y avait une deuxième partie à la question. Pierre, si vous pouviez la répéter. Tout à fait. C'est qui fait la capitalisation à la fin de la série des 9 étapes? En fait, l'étape 9, c'est un retour de l'équipe de la direction qui a vu l'impact autour des 9 étapes de la stratégie de transformation et va pouvoir réaliser de quelle manière l'organisation a bougé, comment elle a gagné en maturité pour pouvoir, en combinant, je dirais, l'étape 9 de la boucle 1 et déjà les résultats des nouvelles observations qui sont faites dans les étapes 1, 2 et 3 qu'on voit en rouge sur la slide 22, mixer ça et lui dire mais comment on peut aller plus loin, plus vite, plus fort. Donc c'est l'équipe de direction qui va, en ayant fait ses allers-retours dans les différents niveaux, pouvoir réaliser comment on peut aller beaucoup plus loin dans la démarche. Alors, pour terminer, on va peut-être prendre deux petites questions juste de cadrage, de précision. Est-ce qu'il y a des limites pour les tailles des entreprises dans lesquelles la méthode ACE s'applique? Non. La taille humaine, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Alors, il y a des grands groupes qui se sont lancés dans des démarches similaires. On parle de dizaines de milliers de personnes avec le déploiement dans l'ensemble de leur site. Si on parle d'activités industrielles, ça s'applique à un département. Ça peut s'appliquer à une équipe projet. Donc, je dirais qu'il n'y a absolument pas de limite sur la façon dont on va pouvoir ramener ce bon sens dans les organisations pour que chacun y trouve sa place et travaille ensemble sur un objectif qui est véritablement partagé, dans lequel chacun se sent valorisé et écouté. Et dans les généralités que je présente là, il n'y a pas de limite puisque c'est ce qu'on cherche tous. D'accord.
Est-ce que, question rapide également, est-ce que cette méthode se fait sur la base du volontariat? Alors, je dirais oui. Elle est ouverte relativement au volontariat. À partir du moment où les projets deviennent ouverts et on propose aux gens d'aller au-delà de leur cadre habituel de travail. Mhm. Et la bonne surprise dans les différents cas, dans l'étude de cas et dans des études de cas qu'on a pu étudier, c'est qu'il y a une proportion assez importante de gens qui se portent volontaires, qui sortent de la frustration qu'ils ont pu avoir pendant des années d'être vraiment dans leur boîte et d'un seul coup, on ouvre la boîte et on leur donne le choix sur le champ des possibles. Les résultats de ça, c'est la montée en puissance de gens qui étaient en dehors du radar, je dirais, des équipes de direction, parce qu'à des niveaux trop bas, mais qui viennent tout de suite en contact et qui sont capables de prendre beaucoup plus d'initiatives dans l'organisation, ou des gens qui avaient perdu la confiance, perdu leur leadership, et qui renaissent complètement comme des phénix, alors qu'ils étaient considérés comme plutôt dans le bas du tableau dans les différentes évaluations. Donc on voit au travers de ces possibilités de manière volontaire à être contributeur des changements très significatifs dans les organisations. Et pour le coup, le véritable leadership né, c'est pas un leadership de titre qui est donné, c'est le leadership de l'action que l'on prend dans un espace qui est beaucoup plus ouvert. Juste un point par rapport au terme volontariat. J'adhère pas trop au mot volontariat parce que ça fait un peu chacun fait ce qu'il veut, mais dans toutes les organisations, il y a des collaborateurs qui sont transformeurs, qui veulent que ça change et qui sont volontaires. Et il y a d'autres qui sont un peu moins volontaires, voire résistants, et il y a ceux qui croient plus à rien. Donc il faut déjà commencer par ceux qui veulent changer, qui ont envie et qui veulent avancer. Et petit à petit, encore une fois, l'objectif de la démarche, c'est d'embarquer le plus de monde et d'aller vers cette organisation apprenante et agile. D'accord. On va poser une toute dernière question. Il est déjà 8 heures, donc on va poser la question et on arrêtera là. Alors je sais pas si vous allez pouvoir y répondre. Elle est peut-être un petit peu large, mais ça permet peut-être de se projeter un peu. Donc si nous sommes une entreprise de production, comment comment peut-on s'équilibrer entre notre projet de transformation et les commandes clients qui sont toujours en cours de production? Ah. C'est la problématique de toutes les entreprises. Mhm. Comment assurer aujourd'hui et se préparer pour demain? Et effectivement, c'est le dilemme. C'est le dilemme de l'innovateur, pour reprendre le livre de Clayton Christensen. Donc, comment s'y préparer? C'est justement, si on regarde le cas de cette étude de cas, c'est de dégager du temps et être capable de se dégager du temps en enlevant le contrôle qui n'est pas nécessaire. Et je pense c'est typiquement le cas dans beaucoup d'unités de production. On atteint des niveaux de contrôle qui sont absolument chronophages, où chacun peut se cacher derrière n'importe quel indicateur ou n'importe quel process. Il n'y a plus personne qui croit en quoi que ce soit. Et donc c'est de ramener la croyance, et la croyance ça se décrète pas, c'est par des changements de positionnement managérial comme j'ai pu les décrire précédemment. Et on se rend compte que naturellement, en réinstaurant la confiance, on peut passer beaucoup plus de temps à se projeter. Et tout ce temps qui est passé au niveau du contrôle devient un temps de projection. Alors, en termes de ratio, je dirais que ça dépend énormément, évidemment, de la capacité de l'organisation à faire ce type de transformation pour changer le contexte. On passe du mode du contrôle au monde de l'inspiration. On passe du command control, pour le dire en anglais, au mission command. Et c'est ce shift-là qui permet à la fois d'assurer et de laisser aux opérationnels la confiance pour réaliser le quotidien et en même temps, petit à petit, se dégager pour se réinventer. Si on prend le cas tout à l'heure, comme tout le monde n'est pas volontaire, donc il y a des gens qui sont plus sollicités que d'autres.
Donc, il y a l'organisation à mettre en place pour que les volontaires aient un rôle en plus et les libérer par rapport à certaines activités. Mais il y a une organisation à trouver. D'accord. D'accord. Eh bien, on va conclure là-dessus. Philippe, vous pouvez peut-être revenir sur la page précédente. J'allais rappeler que vous êtes avec Saad, les auteurs donc de l'ouvrage Conduire le changement avec la méthode ACE, qui est sorti en septembre dernier. Philippe et Saad, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je remercie également les participants pour leur attention et leurs nombreuses questions. Je vous rappelle que le webinaire sera rediffusé en replay sur le site des techniques de l'ingénieur dans la rubrique actualité. Philippe et Saad, merci. Merci à tous. Et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.